Parfait. Donc, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce troisième événement de la deuxième édition des Dialogues pour la biodiversité. On est très choyés de vous avoir avec nous cet après-midi. Avant toute chose, même si c'est un événement qui est virtuel, il est important de reconnaître d'où nous rejoignons cet appel. La majorité de nos organisations sont basées à Tiohtià:ke, communément connu sous le nom de Montréal. C'est un territoire qui a longtemps servi au lieu de rencontres et d'échanges entre les peuples autochtones, y compris les nations Haudenosaunee et Anishinaabe. Par la présente, nous tenons à honorer, reconnaître et respecter ces nations à titre de gardiennes traditionnelles des terres et de l'eau sur lesquelles nous nous rejoignons aujourd'hui. Aussi, nous souhaitons remercier nos commanditaires et les organismes partenaires des Dialogues pour la biodiversité qui ont permis l'organisation de ce bel événement. Les Dialogues pour la biodiversité, ce sont 4 jours de rencontres intersectorielles, gratuites et en ligne, tenues par la société civile pour démocratiser la 16e conférence des Nations unies sur la biodiversité, qui est connue sous le nom de CDP16 ou COP16 en anglais. Les dialogues offrent une plateforme qui est très propice aux échanges et à l'apprentissage par rapport aux sujets relatifs au CDP, notamment la défense et la protection de la biodiversité. Pour voir l'ensemble des événements tenus dans le cadre des dialogues pour la biodiversité pour vous inscrire, je vous invite à visiter notre site web que je vais mettre dans le clavardage et vous allez pouvoir voilà, voir la programmation et vous inscrire aux autres événements. Pour cet événement aujourd'hui, vous avez pu voir qu'il est enregistré afin que les personnes qui ne puissent pas être présentes en ce moment puissent le regarder en rattrapage sur la chaîne YouTube du projet Réalité climatique Canada. Finalement, on aura du temps pour les questions à la fin. Donc, je vous invite, là, en utilisant la barre Q&A dans votre barre en bas de Zoom, à soumettre vos questions au fur et à mesure, puis on y répondra là, à la fin. Et donc, sans plus tarder, je vous présente votre animateur pour l'événement d'aujourd'hui, M. David Rémillard, qui est journaliste chez Radio-Canada. Bonjour. Merci Agathe. Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être là. Moi, je suis ravi d'avoir reçu l'invitation aussi. Alors, journaliste à Radio-Canada, comme on disait, je trouve beaucoup de dossiers en environnement, dont celui du caribou forestier. Et par la bande, ben, tous les enjeux qui sont liés à la forêt québécoise, la forêt boréale. Alors, je suis ravi donc d'être aujourd'hui avec vous pour ce dialogue pour la biodiversité. Euh, donc, le caribou forestier, une petite mise en contexte, là, on sait, c'est une espèce en péril au Canada, également protégée par la loi sur les espèces menacées et vulnérables du Québec. Donc, c'est une espèce qui a connu un déclin important dans ses populations là, au Québec depuis un certain nombre d'années. La population en général a décliné. Il y a certaines causes qui ont été identifiées, notamment la perturbation de son habitat. Donc, la forêt boréale est perturbée à certains niveaux et certaines populations, et on le sait, là, donc Charlevoix, par exemple, Val-d'Or ou encore celle du Pipmoagan sur la côte nord font l'objet de menaces imminentes même. C'est ce qu'a décrété donc le gouvernement fédéral. On sait aussi que de façon générale, le nombre de caribous pour la population, là, donc le nombre de caribous boréales, des écotypes forestiers, a diminué au Québec ces dernières années. Alors, parmi les facteurs, on parlait de déclin, il y a entre autres la perturbation par l'aménagement forestier, donc la récolte forestière qui a été identifiée par le gouvernement du Québec, notamment, les biologistes s'accordent là-dessus. On sait aussi que les chemins forestiers causent également des perturbations. Il y a toutes sortes de perturbations également. On sait qu'une augmentation, par exemple, qui est à venir des cycles de feux de forêt. On en a parlé, on en entend parler. On a connu une grosse saison en 2023. Et également là, les cycles d'épidémie, par exemple, par les insectes qui pourraient être appelés à augmenter avec les changements climatiques. Alors, ce sont toutes des questions qui présentement préoccupent les biologistes en conservation, mais aussi le secteur forestier, car la forêt boréale elle-même est en changement. Il y a plusieurs questions qui se posent sur cette rentabilité-là aussi pour l'exploitation forestière. Et tout ça en gardant un œil sur le caribou qui, bien sûr, dépend de ces forêts-là pour survivre, des forêts matures, donc des massifs forestiers qu'on doit conserver pour pouvoir s'assurer du maintien et du rétablissement de certaines populations qui sont en déclin. Alors, qu'est-ce qui attend le caribou? Qu'est-ce qui attend l'industrie forestière également? Les communautés qui en dépendent. Alors, on a avec nous différents invités qui vont nous permettre de répondre en partie, j'espère, à ces questions-là aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, je vous les présente. On a donc en premier lieu Pierre-Olivier Boudreau, qui est directeur de la conservation à la Société pour la nature et les parcs du Canada, donc la SNAP Québec. Simon Lavigne du service de la recherche chez Unifor, syndicat affilié à la FTQ. On a également Eliane Grant, biologiste, membre de la Première Nation Crie de Waswanipi et professeur invité à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Alors, merci à tout le monde d'être là. On a également Isabelle Ménard là, qui va peut-être se joindre à nous un peu plus tard, qui est au service de santé, sécurité et d'environnement à la CSN. Elle est impliquée dans les dossiers du caribou, sur la forêt, transition juste aussi, on en parlera tantôt également de cette transition juste, c'est quoi exactement, c'est quoi les défis. Alors, sans plus tarder, je vais donner la parole à chacun des panélistes qui, tour à tour, vont se présenter.
prendre quelques minutes donc, pour nous dire qui vous êtes, quelle est votre relation avec la forêt québécoise et quels sont les enjeux auxquels vous faites face actuellement. On va commencer avec M. Pierre-Olivier Boudreau. Merci beaucoup, David, pour cette belle introduction. Très content d'être avec vous aujourd'hui. Merci pour l'invitation pour les dialogues pour la biodiversité. Donc, moi, c'est Pierre-Olivier Boudreau. Je suis biologiste de profession. Je suis directeur de la conservation à la SNAP Québec. Bon, la SNAP Québec, on est un organisme environnemental, donc un organisme sans but lucratif. Notre mission, c'est vraiment axé sur la protection du territoire public. Donc, c'est ça, c'est le cœur de notre mission. On travaille vraiment avec plusieurs types de partenaires, que ce soit des communautés autochtones, des groupes citoyens, les gouvernements, l'industrie. Toujours dans le but là, de protéger des milieux naturels importants au Québec. Moi, je travaille à la SNAP depuis 2013. Depuis que je suis arrivé, je suis beaucoup impliqué, en fait, responsable du dossier du caribou forestier, des dossiers forestiers. Je représente l'organisation sur différentes tables gouvernementales ou autres, comme par exemple, là, on est membre de l'équipe de rétablissement du caribou forestier. J'ai siégé sur le conseil d'administration de FSC Canada, là, qui est un organisme de certification forestière volontaire. Donc, c'est ça. Comme je disais, nous, on collabore avec des organismes citoyens. Moi, j'ai collaboré avec des organismes dans plusieurs régions, des citoyens qui veulent protéger des bouts de forêt qui sont importants pour eux, des fois pour des raisons récréo-touristiques ou autres. On travaille beaucoup avec différentes communautés et nations autochtones. On travaille avec les Inuits sur la côte nord, avec les Abitibi-Winni en Abitibi-Témiscamingue, avec les Cris dans le nord du Québec. On travaille aussi avec des partenaires de l'industrie forestière. Notamment en Abitibi-Témiscamingue, j'imagine que je vais avoir l'occasion d'en parler, mais c'est ça. Bref, on a utilisé plusieurs outils là, à la SNAP pour avancer le dossier de protection du caribou. On a fait historiquement des rapports de situation à chaque année sur la situation du caribou au Canada. On a mobilisé les gens, on a fait des pétitions, on a recouru aux tribunaux. En 2013, on a poursuivi le gouvernement fédéral en vertu de la loi sur les espèces en péril. On participe à des conférences comme celle-ci, etc., etc. Puis moi, ben, de manière plus personnelle, je suis un utilisateur de la forêt, je suis un pêcheur, je pratique plusieurs activités de plein air, je fais de la cueillette. Je vis en Mauricie, qui est une région forestière. À la base, moi, je viens de Saint-Félicien, qui est aussi une communauté forestière avec une usine de transformation du bois. Plusieurs amis qui travaillent dans l'industrie forestière. Fait que voilà, ça ressemble à ça, ma relation avec la forêt. Merci, Pierre-Olivier. Maintenant, je passe la parole à Mme Grant. Wachia, Elian Graninson Kassun. Je suis. La première question, c'est quoi la relation avec la forêt? J'ai une relation très intime avec le territoire en général. Là. J'habite Chibougamau, je suis originaire de Waswanipi. Pour moi, c'est primordial. Là. C'est où ce que j'habite, où ce que je vis, où ce que je vais chasser, où ce que je vais pêcher. Puis le caribou, c'est une espèce qui est très importante aussi dans notre culture, là, que ce soit, oui, pour la nourriture, mais pour s'habiller aussi, on utilisait la peau, on l'utilise aussi comme des outils. Euh, donc, puis juste biologiquement parlant, c'est une espèce parapluie qu'on appelle, donc en protégeant l'espèce et son habitat, on protège vraiment plusieurs autres espèces aussi en même temps. Donc, pour nous, c'est vraiment important. On le respecte beaucoup, puis on pense que c'est de notre responsabilité, en fait, de le protéger. Merci beaucoup. Et on termine avec M. Lavigne. Merci David, puis merci de me permettre de me joindre au panel là, aujourd'hui. Donc, ben, je m'appelle Simon Lavigne, je suis représentant national à la recherche, au service de recherche en fait d'Unifor Québec, basé à Montréal. Et j'interviens en fait vraiment en soutien à l'équipe de leadership du syndicat, puis je travaille plus particulièrement sur les enjeux de transition. Je supporte un comité environnement et transition juste qu'on a formé chez Unifor Québec et aussi les travaux d'un groupe national là, sur les enjeux climatiques à l'échelle d'Unifor au Canada. On est un syndicat principalement du secteur privé, présent partout au pays, à peu près 320 000 membres. On en a 55 000 au Québec. Puis c'est sûr que la composante forestière est quand même importante au niveau du membership québécois. Sur à peu près 55 000, on a 14 000 qui sont dans la filière forestière. Je ne vous cacherai pas que ce nombre a décliné fortement au cours des dernières années. On est en attrition là, depuis, c'est pas récent. Et donc, cette filière-là, les membres qui travaillent dans la filière, ben,
c'est dans tous les aspects, de la récolte jusqu'à la transformation. Donc vraiment, première, deuxième, troisième transformation. Nos membres vraiment font à peu près tous les types d'emplois, du papier au bois d'ingénierie, de la cellulose, au plancher. Bref, vraiment sont actifs dans tous les secteurs d'activité. Puis c'est à peu près, je vous dirais, plus de 200 milieux de travail là, qui dépendent directement de l'accès à l'approvisionnement en bois qu'on présente. Et donc, c'est ça. Moi, je suis vraiment, en fait, on est chez Unifor, je vous dirais, euh, à l'interface, en fait, avec les transformations qui sont en train de se produire. Il y a une prise de conscience de plus en plus forte des contraintes écosystémiques. Et ben, nos membres travaillent dans différents secteurs, que ce soit dans le transport, que ce soit en foresterie, dans les mines, en métallurgie, etc. Ben, font face en fait à cette nécessité de transformation-là. Alors nous, ce qu'on essaie de faire, mais c'est d'accompagner cette transition-là, de la rendre la plus juste possible, puis de s'assurer que les acquis des luttes syndicales qui ont été menées depuis des décennies soient toujours préservées et qu'elles ne soient pas, disons, détruites là, en même temps qu'on fait ces changements qui s'imposent. Alors voilà. Merci beaucoup. Ben, alors, ça met la table à ce qui s'en vient, tout ça. Merci beaucoup. On va commencer tout de suite avec une petite discussion libre d'une dizaine de minutes. On va commencer comme ça. Chacun un tour de rôle. Je vais vous poser la même question ou quelques questions. Là, on va échanger là-dessus. Mais on va faire un état des lieux. Puis, il faudrait commencer peut-être, là, de mon côté, je vais faire une petite mise en contexte aussi. On parle souvent de stratégie de protection de l'habitat du caribou forestier. C'est un des éléments là, qu'on attend depuis longtemps au Québec. On sait qu'on a un plan de rétablissement de l'espèce 2013-2023 qui est en vigueur et qui a été élaboré là, il y a déjà plus d'une décennie. Puis, à travers tout ça, évidemment, il y a aussi là, une modernisation du régime forestier qui est attendue. On attend donc une stratégie de protection du caribou, mais aussi une modernisation du régime forestier. Il y a un paquet d'enjeux là-dedans. Alors, comment on aménage la forêt? Quelle place on laisse au caribou? Et comment on fait pour s'assurer que les travailleurs qui dépendent de la forêt, les communautés qui dépendent de cette industrie-là, ben, puissent conserver des emplois, mais aussi qu'il y ait donc du développement économique qui se fasse avec ça. Puis on parle aussi beaucoup, et c'est un des arguments qu'on entend souvent, que l'industrie forestière peut aider à décarboner l'économie du Québec. On entend souvent ça aussi. Alors, ce sera intéressant d'en parler. Je vais commencer donc à lancer une question comme ça, assez générale. Pouvez-vous nous faire un état des lieux, vous, dans chacun de vos domaines? C'est quoi l'état présentement de la stratégie? Peut-être que je pourrais commencer avec Pierre-Olivier. On attend une stratégie. Il y a des mesures actuellement qui sont en place pour protéger le caribou. Certains espéreraient en avoir davantage. Certains préféraient le statu quo. Donc, on en est où exactement en ce moment là, avec cette stratégie-là? Oui, ben, comme vous l'avez mentionné en préambule, le caribou a été désigné menacé au Canada en 2002, vulnérable en 2005 au Québec. On pourrait remonter à partir de là. C'est sûr qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Nous, c'est sûr que le constat qu'on fait comme ONG qui travaille depuis ce temps-là en fait sur le dossier du caribou forestier, c'est qu'il y a eu, oui, il y a eu beaucoup, en fait, il y a eu beaucoup d'études scientifiques. Le caribou, on sait que c'est une espèce qui est un des mammifères les plus connus au niveau de la littérature scientifique. Il y a eu beaucoup de programmes de rétablissement. On en est à notre deuxième programme de rétablissement au niveau provincial. Il y a eu un programme de rétablissement fédéral. Il y a eu beaucoup de plans d'action, beaucoup de programmes, beaucoup de mesures prises, beaucoup d'acquisitions de connaissances, mais ce qui a beaucoup manqué dans les dernières décennies, c'est des mesures concrètes de protection sur le terrain. Maintenant, ça serait malhonnête de dire qu'il n'y a absolument rien eu. Il y a eu des aires protégées créées dans les dernières années. Il y a eu des mesures de protection intérimaire qui ont été mises en place. Mais ce qu'on n'a jamais eu, en fait, ce qu'on attend depuis maintenant 8 ans de la part du gouvernement provincial, c'est une stratégie pour l'ensemble des caribous au Québec. Une stratégie qui a été reportée 4 fois depuis son annonce, justement. Et cette stratégie-là, ce qu'elle vise, en tout cas, ce qu'on en a entendu, puis ce qu'on a commencé à. En fait, il y a eu une première mouture, une stratégie partielle pour 2 populations au Québec, pour la Gaspésie et Charlevoix. Mais ce qu'on s'attend de cette stratégie-là, en fait, c'est qu'elle vient de nous dire justement quelles seront les zones qui seront protégées pour le caribou, quelles sont les zones où on va moduler l'aménagement forestier, puis quelles seront les zones aussi où on va avoir ce qu'on appelle des activités de restauration, donc des endroits où l'habitat pour le caribou est perturbé et qu'on va mettre en place des mesures pour que cet habitat-là redevienne potable pour le caribou. On me demande souvent c'est quoi la recette pour protéger le caribou. C'est pas mal ces 3 éléments-là. C'est d'avoir des noyaux de protection aux endroits qui sont utilisés et qui sont les plus importants, où l'habitat est le meilleur pour le caribou.
Ensuite de ça, c'est de moduler l'aménagement forestier pour respecter les besoins du caribou, qui est un animal là, qui a besoin de grandes forêts intactes. C'est sa stratégie, là. Lui, le caribou, il se cache dans la forêt, dans des petits groupes dispersés pour éviter ses prédateurs que sont le loup et l'ours. Donc, l'aménagement forestier, il faut le moduler en fonction de ces besoins-là. Puis finalement, les activités de restauration, parce que veut pas, on vit dans un passif historique d'exploitation forestière. Puis, il y a beaucoup d'endroits où, disons, les niveaux de perturbation sont trop élevés en ce moment pour assurer la survie à long terme des populations. Fait qu'on n'a pas le choix d'envisager des mesures de restauration. Fait que c'est là qu'on en est. Puis à ça vient s'ajouter, comme on disait, un décret fédéral qui est venu mettre de la pression. Je tiens quand même à dire que le décret, il a été fait en vertu de la loi sur les espèces en péril, qui est une loi, moi je l'appelle la loi grand frère, là. C'est une loi qui, en fait, il y a des obligations dans cette loi-là qui font en sorte que le gouvernement fédéral est obligé d'intervenir si les provinces ne font pas la job, tu sais, pour la protection de l'habitat essentiel d'espèces menacées. Donc, nous, on considère là, que après 8 ans d'attente, là, c'était nécessaire que le gouvernement fédéral intervienne. Ça vient quand même avec une main tendue, comme on l'a vu dans les derniers temps, avec des propositions d'appui financier qui, selon nous, là, vont vraiment aider dans le dossier. Effectivement, donc le décret d'urgence qui s'appliquerait là, donc pour la population de Charlevoix, de Val-d'Or et du Pipe-Morgan sur la Haute-Côte-Nord. Il y a d'ailleurs un projet d'air protégé dans ce secteur-là. On pourra y revenir. Madame Grant, vous, de votre côté, quelle est votre lecture de la situation en ce moment? Est-ce que le Québec en fait assez? Comment vous voyez ça, vous, cet équilibre entre l'aménagement de la forêt et la protection de cette espèce-là qui a un lien culturel, entre autres, avec les Premières Nations? Ben, notre contexte est particulier parce que je considère qu'il y a comme deux Québec dans le Québec quand on parle de foresterie. Il y a le territoire conventionné de la baie James qui ont des modalités de foresterie très différentes du reste du Québec. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Le régime qu'on a choisi en foresterie, c'est la coupe mosaïque qu'on appelle. Donc, c'est des petites coupes dispersées. On a choisi ça parce qu'on ne voulait pas des grosses coupes totales comme qui se fait ailleurs, mais ça fait en sorte que ce n'est pas propice pour le caribou, là. Comme Pierre-Louis a mentionné, on a besoin de grandes forêts qui n'est pas perturbées pour justement qu'il puisse se cacher dans les endroits qui est assez denses. On est aussi à revoir, à repenser comment on peut faire ça. Étant donné que nous, on le sait dans la convention, faut penser à un nouveau plan pour le caribou. Ajouter de la protection aussi où ce qu'il y a de la foresterie, c'est pas toujours évident. Mais je pense qu'il y a moyen, en écoutant les tallyman qu'on appelle ou les utilisateurs du territoire là, de AUHT, de les écouter, en fait, parce qu'ils ont beaucoup de connaissances sur les endroits précis qui sont absolument importants, comme exemple des endroits de mise bas, des endroits qui sont très concentrés, les sites d'hivernage aussi. Fait qu'il y a moyen d'identifier ces secteurs-là puis de les protéger. Donc, c'est pas suffit on arrête, c'est pas notre message d'arrêter complètement la foresterie, mais il y a moyen de l'adapter pour l'espèce, en fait. Puis peut-être juste une petite question la coupe mosaïque, en quoi peut-être c'est de nous expliquer un peu en quoi c'est pas propice pour le caribou. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Ben, c'est-à-dire que c'est des petits blocs de coupe dispersés. Fait qu'on peut penser à un emporte-pièce, là. Fait qu'on en fait un peu partout, mais vu que c'est des petits volumes, il faut vraiment s'étendre beaucoup plus. Fait que ça fait aussi beaucoup plus de chemin. Donc, c'est pas comme quand on peut voir là, des CPRS ou des gros blocs de coupe, ou un chemin, un gros bloc, puis c'est fini, on s'en va, là. C'est des petits blocs dispersés. Donc, ça fait en sorte que c'est très hétérogène comme forêt. Tu as des repousses un peu partout, ce qui est idéal pour l'orignal à un certain point, mais pas pour le caribou. C'est un peu l'enjeu qu'on a. Un habitat qui est bon pour une espèce n'est pas nécessairement pour l'autre. Excellent. Merci beaucoup pour la précision. Puis c'est ça, on entend souvent parler que le caribou, c'est un peu une proie alternative du loup puis de l'ours qui a suivi finalement les chemins forestiers. On a fait remonter certains prédateurs là, dans des portions de territoire occupées par le caribou qui, là, ensuite de ça, se retrouvent avec être une proie de choix pour ces prédateurs-là puis une proie alternative. M. Lavigne,
On en parle beaucoup. Vous en avez parlé en préambule. Il y a toute la question de transition en ce moment, une industrie en grand changement. On a entendu la ministre des Forêts et des Ressources naturelles parler d'une modernisation du régime forestier. On parle souvent de valeur ajoutée, de deuxième, troisième transformation. On ne peut pas se contenter de faire du 2 par 4. C'est quelque chose qu'on entend souvent aussi. Peut-être nous expliquer l'état des lieux là, pour l'industrie forestière en ce moment, où on en est avec cette pression-là de protéger le territoire. On sait que le Québec veut atteindre 30 d'aires protégées d'ici 2030. Ça va passer, par exemple, par la forêt, des secteurs forestiers. Alors, on en est où là-dedans et comment on trouve l'équilibre? Est-ce que le panel dure combien de temps il dure? C'est une vaste question, David. Écoute, première chose que je mettrais quand même sur la table, c'est qu'en ce moment, il n'y a aucun emploi qui a été perdu vraiment par des contraintes liées au caribou. Je pense qu'il faut, parce qu'on parle du décret d'urgence, on parle de différents projets, stratégies de sauvegarde. Le secteur forestier, il connaît, moi, ce que j'appelle, il est en situation de polycrise, en fait. Il y a vraiment plusieurs crises concomitantes, donc c'est pas un élément. Puis comme vous l'avez dit, le caribou, en fait, la volonté de contraindre davantage d'exploitation forestière pour préserver les aires de caribou les plus critiques, puis il y en a qui sont en péril, qui sont peut-être moins critiques, mais qui le sont tout autant, ça vient rajouter une couche supplémentaire. Donc en ce moment, on a des secteurs économiques qui sont en déclin structurel parce que, bon, on utilise moins de papier journal, par exemple, donc on a des papetières qui ont fermé. On a vu là, des usines de cellulose comme à Témiscamingue fermées, mais c'est pour d'autres considérations. On a un conflit du bois d'œuvre avec les États-Unis qui fait en sorte que il y a quand même des tarifs importants qui sont prélevés sur nos exportations aux États-Unis. Donc, il y a des réglementations qui s'en viennent du côté de l'Europe, notamment sur la déforestation, qui remettent un peu en question tout le principe d'aménagement de nos forêts en Amérique du Nord, des pratiques qu'on a développées qui sont différentes de ce qui se fait ailleurs dans le monde. Donc, il y a de multiples pressions, puis là-dedans, il y a cette question de préservation de la biodiversité. On voit que le cerf, l'orignal se porte quand même assez bien, mais clairement, le caribou a une très, très forte vulnérabilité. Puis, je pense que Pierre-Olivier en a parlé tout à l'heure, il y a un passif. Là. Il y a quand même eu beaucoup d'exploitation qui a été faite dans différentes forêts. Il y a des niveaux de perturbation qui sont élevés. Puis on sait qu'avec un certain niveau de perturbation, ça a un effet sur la capacité des arbres à rester, à garder leur intégrité. Donc, dans ce contexte-là, nous, ce qu'on fait, c'est un cheminement. On ne se cachera pas. Pendant, je pense, assez longtemps au Québec, il y a eu une espèce de lien entre le positionnement de certains industriels, certains employeurs, puis celui des syndicats, à savoir qu'est-ce qui était bon pour les employeurs était bon pour les syndicats. Donc, il y avait un alignement d'une certaine façon stratégique là-dessus. Puis là, ce qu'on voit au cours des dernières années, c'est qu'il y a un découplage qui se fait, c'est-à-dire que de plus en plus, le statu quo apparaît être intenable. Donc, il y a un cheminement en ce moment auprès des membres qu'on présente de réaliser que finalement, si on veut faire la foresterie, il faut voir la foresterie pour dans 100 ans et non pas mettre un plaster, comme on dit, pour les 10 prochaines années. Et que de continuer à faire ce qu'on fait présentement avec l'infrastructure industrielle qu'on a présentement, ça risque de nous mener vers un certain cul-de-sac. Le problème, c'est quoi la mesure? Dans quelle mesure on fait cette adaptation, cette transformation de l'infrastructure industrielle? Il y en a certains qui, selon nous, poussent trop loin, à savoir, on caricature souvent avec cette idée de la cloche de verre, qui disent, il ne faudrait plus toucher à la forêt. Ce qu'on dit, c'est qu'on n'est pas à cet endroit-là, on n'est pas à cette place-là, on représente quand même l'intérêt socio-économique de nos membres, puis on va se le dire aussi, les produits du bois, si tu les enlèves de la chaîne de consommation, il va falloir que tu les remplaces. Puis là, quand on parle d'habitation, est-ce qu'on parle d'acier? Est-ce qu'on parle d'aluminium? Est-ce qu'on parle de béton? Est-ce que c'est vraiment là qu'on veut aller? Ou peut-être davantage vers des bois qui offrent une séquestration de CO2, des bois d'ingénierie? Donc, c'est quand même assez... Il y a un portrait ici où il y a une place, selon nous, pour la foresterie. Mais ce qu'on voit surtout, c'est qu'il faut cheminer. Il faut intégrer les contraintes écosystémiques à notre développement industriel. Puis j'ai peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure, mais pour nous, ça passe par, on a des revendications qu'on met de l'avant, mais ça passe notamment par une vision, une stratégie de développement industriel, puis des politiques publiques puis réglementaires qui viennent l'appuyer, cette stratégie-là. Et donc, de se dégager un petit peu du statu quo, on continue à couper comme on le fait, on ne change rien, pour aller vers quelque chose d'un peu plus durable.
Ben, je relance une question à vous trois par rapport à ça, parce que je pense que ça englobe un peu tout. Puis après ça, on pourra continuer à approfondir certains sujets. Mais un des thèmes qui revient beaucoup, moi, je couvre le dossier depuis plusieurs années, on attend des réponses. Comment on va s'y prendre? On attend plusieurs, je vous entends, M. Lavigne, dire comment on va faire ça, faut prendre des décisions, puis il faut adopter ces politiques-là, puis ensuite les intégrer, ça prend du temps. Donc, ce que j'entends, c'est qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur comment on va s'y prendre. Et ça, pendant ce temps-là, ben, je comprends qu'il y a des conséquences. J'aimerais ça vous entendre là-dessus sur les délais avant d'obtenir les règles du jeu, avant d'avoir des paramètres clairs avec lesquels on va faire cette transition-là, dont on parle dans le secteur forestier, et aussi comment on va le protéger, Caribou. Est-ce qu'on va passer par uniquement des aires protégées? Est-ce qu'on va passer par des aires protégées d'utilisation durable, qui est un nouveau concept que le gouvernement a adopté récemment, puis qu'on tente de jeter les balises présentement, c'est-à-dire exploiter quelques ressources, par exemple, dans un secteur, puis mettre la fameuse cloche de verre, donc un secteur strict de conservation, mais avec autour de la récolte, par exemple. Est-ce qu'on peut faire ça? Bref, j'aimerais vous entendre sur l'incertitude en ce moment qui plane sur ce dossier-là. Caribou versus forêt. Qu'est-ce qu'on fait? Peut-être M. Boudreau pour commencer. Oui, ben, j'ai envie de dire déjà en partant que c'est une incertitude qui ne sert personne. Moi, j'ai souvent dit, ça fait une dizaine d'années que je fais des entrevues sur le caribou, puis moi, je viens d'une région forestière, puis on est très sensible aux possibilités de perte d'emploi relatives aux mesures de conservation en lien avec le caribou. Mais c'est que d'étirer toujours le dossier, de pelleter le problème vers l'avant, ça ne sert personne. Ça laisse notamment les travailleurs et les travailleuses de l'industrie dans un climat d'insécurité. On ne sait pas ce qui va arriver. Puis, tu sais, en termes de solutions, moi, j'aime bien parler d'exemples concrets. Tu sais, une des choses qu'on a fait, nous, en Abitibi-Témiscamingue, on s'est attardé à une population qui s'appelle la population des Tours, qui est transfrontalière entre le Québec et l'Abitibi, et l'Ontario, pardon. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est assis carrément avec l'industrie forestière. On a convié aussi la Première Nation Abitibi-Winnie. Le gouvernement du Québec, le ministère des Forêts de l'époque régionale était assis avec nous. Puis, on s'est assis autour des cartes. On a cherché des solutions sur la base de ce que la science nous disait, tu sais, les fameux ingrédients de la recette, protection, modulation de l'aménagement forestier et restauration. On a regardé ça pour notre territoire. Fait qu'on on a cherché à se mettre un petit peu chacun dans la peau de l'autre. Tu sais, nous, comme groupe environnemental, ben, il a fallu qu'on regarde des analyses de productivité du territoire. C'est quoi les secteurs les plus rentables pour l'industrie forestière? Puis d'un autre côté, ben, on regardait aussi justement c'était quoi les besoins du caribou, c'est quoi les massifs importants pour le caribou. Puis on a fait cette game de négociation-là parce que c'est ça au final auquel on veut arriver, c'est de regarder le territoire, de regarder les impacts socio-économiques, puis de prendre des décisions qui sont idéalement, c'est sûr que le bottom line, c'est toujours, il faut que ça fonctionne pour le caribou, parce que si on fait des efforts qui ne fonctionnent pas pour le caribou, on manque notre cible pour tout le monde. Donc, ça, c'est un exemple que j'aime bien montrer parce que ça montre que la collaboration, puis de s'asseoir sur des solutions concrètes, ça l'aide beaucoup. Maintenant, on attend quand même une stratégie au niveau provincial, puis il va y avoir des, tu sais, ce que Simon avance, la question de la transition industrielle, l'économie industrielle, c'est des choses qu'on entend parler depuis longtemps. Je pense qu'il y a des gestes qui sont faits par le gouvernement, des investissements qui sont faits pour recherche et développement, assurer une meilleure deuxième, troisième transformation. Mais c'est vrai, ce que dit Simon, c'est on n'a pas encore cette vision d'ensemble-là de où on s'en va. Euh, c'est ça, c'est des questions qui sont difficiles à répondre parce que c'est des changements structuraux, puis c'est des changements industriels. Puis on a quand même des entreprises aussi j'imagine, je ne suis pas spécialiste en économie forestière non plus, mais il y a des entreprises qui vivent dans une réalité économique d'exportation, de transformation. C'est ça, ça ne peut pas changer du jour au lendemain. Donc voilà, peut-être une petite piste de solution de notre côté, là. Excellent. Madame Grant, vous, comment vous voyez ça, ces délais-là? Puis aussi, là, parce que vous avez parlé, vous avez un modèle, vous avez un peu votre propre modèle d'aménagement forestier, mais quand même sur la protection du caribou, on attend quand même des règles du jeu. Vous, comment vous voyez ça? Est-ce que ces longs délais-là posent un problème actuellement sur sur l'incertitude, sur comment on s'y prend finalement? C'est un très gros problème, puis ça va nous coûter cher parce que le caribou, on se met dans le contexte de la région, là, on est au nord du Québec. Le taux de croissance des arbres est beaucoup plus lent. Là, on coupe, on coupe, on coupe, mais ça ne repousse pas aussi vite que prévu. Dans les calculs de Québec, là, on calcule que une forêt est rendue mature à 70 ans, mais quand on est au nord du Québec, ce n'est pas le cas. Ça peut être beaucoup plus long. Puis le caribou a besoin d'une vieille forêt.
Donc, on retarde en fait cet habitat qui peut être propice, puis en plus de ça, on continue de couper sans tenir compte de ça. Fait qu'on va s'hypothéquer pour encore plusieurs dizaines d'années, là. On ne parle pas de juste notre vécu à nous, ça va être nos enfants puis nos petits-enfants qui vont devoir vivre avec un territoire qui va être défiguré, là, puis qui ne sera pas propice au rétablissement du caribou dans le contexte maintenant. Donc, ce qu'on s'attend, ce qu'on demande, c'est des mesures concrètes le plus tôt possible. Puis même si on a le fédéral qui intervient, même s'ils ont annoncé ça, c'est pas encore fait, là. Donc on a encore plusieurs mois, voire années encore à attendre qu'il y ait de la protection ou qu'il y ait un mouvement. Puis encore là, ça ne touche pas le nord du Québec. Ces mesures-là sont au sud. Fait que pendant ce temps-là, là, aujourd'hui, on parle beaucoup de foresterie, mais dans notre réalité, il y a aussi beaucoup de minières. Il y a beaucoup de pression aussi de chasse et pêche, beaucoup de gens qui s'installent aussi dans le nord du Québec. Il y a les feux de forêt euh, qui sont encore plus intenses. Donc, ça aussi, ça menace le caribou. Puis, donc, en fait, ma réponse, c'est peu importe ce qu'on va faire, il faudrait commencer maintenant à l'appliquer parce que là, on va s'hypothéquer pour longtemps. Merci. Puis, M. Lavigne, ben, juste pour terminer sur ce volet-là, l'incertitude, on a senti aussi du côté de l'industrie, puis aussi les syndicats, si je me rappelle bien, vous pourrez me corriger, mais je crois qu'Unifor avait fait une sortie publique pour demander à ce qu'on dépose une stratégie parce qu'on veut savoir où on s'en va aussi. Ben, nous, en fait, ce qu'on voit, ce qui se profile, en fait, à l'horizon, c'est il y a un manque de prise en charge. On est devant un défi d'adaptation, puis il n'y a pas de prise en charge globale de ce défi d'adaptation-là. Je pense que les groupes écologistes, je pense que de nombreux intervenants font un travail colossal pour identifier exactement qu'est-ce qui est requis pour assurer la préservation des aires de caribou. Puis je pense que là-dessus, il y a quand même en tout cas, de ce que j'en lis, il y a une bonne base là, pour orienter des actions. Nous, ce qu'on décrit, c'est toute la dimension socio-économique, puis la dimension des impacts sur les populations humaines qu'occupe ce territoire-là, qui dépendent de ce territoire-là. Ça, ben, il y a l'incertitude. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune prise en charge en amont, puis aucune planification de ces impacts-là. Et donc, si tu n'es pas capable d'avoir un diagnostic de tous les impacts que ces mesures de préservation-là peuvent avoir sur un territoire donné, ben, tu n'es pas capable de prévisionner, de planifier des mesures d'atténuation puis de mitigation. Donc, ce travail-là, il commande en fait un effort de concertation qui n'arrive pas. Puis si on revient à cette idée de décret d'urgence, le décret d'urgence, il est mis de l'avant sur une base d'une loi sur les espèces en péril qui a tout à fait raison d'être, mais encore là, il s'applique dans une logique de préservation d'une espèce en péril et il ne contient absolument aucun mécanisme pour voir à l'atténuation des impacts sur les populations, les travailleuses et travailleurs. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'en 2024, au 21e siècle, ce cadre-là est dépassé. C'est un cadre qui externalise, dans le fond, les impacts sur les travailleurs et travailleuses et qui focalise en silo sur des dimensions de préservation biodiversitaire qui sont absolument essentielles, qui sont la base de ce qu'on fait, on s'entend. Mais elles doivent intégrer à leur schéma d'analyse l'impact sur les travailleurs et travailleuses. Alors, on continue d'avancer là-dessus. Mais je vous dirais qu'on n'a pas beaucoup d'écoute de la part des gouvernements. Toutes les notions de dialogue social, de tripartisme, c'est un petit peu un concept qu'on a flushé là, depuis un certain temps. Donc, on n'a pas beaucoup d'écoute là-dessus. Mais pour nous, ça prend une approche globale. Et c'est là où l'incertitude existe particulièrement pour nous, c'est qu'on ne fait pas partie vraiment de ces discussions-là. Donc, oui, faire des conférences de presse, faire des sorties médiatiques, mais on aimerait ça vraiment pouvoir construire ensemble quelque chose de différent. Je vais vous relancer là-dessus un peu plus tard, mais c'est intéressant cette notion-là parce qu'il y a un comité de travail qui a été créé après les feux de forêt de 2023 pour penser à la transition pour les travailleurs qui ont perdu leur emploi avec les pertes de possibilités forestières après les feux de forêt. Mais concernant le caribou, en tout cas, j'ai fait des vérifications de mon côté, puis présentement, il n'y a pas de mécanisme, on pourrait y revenir. On va passer une portion, je vais poser des questions individuelles à chacun des intervenants en fonction de vos expertises. Et puis, on pourra revenir là, par la suite sur certains éléments qu'on a déjà discutés, mais on va faire progresser donc la discussion maintenant vers Pierre-Olivier Boudreau de la SNAP Québec. Entre autres,
le gouvernement du Québec, on sait, là, on voulait doubler pratiquement d'ici 2085 la quantité, là, les volumes de bois qu'on souhaitait récolter au Québec, donc en forêt publique. On est en train de revoir ça. On est en train de revoir si nos calculs étaient réalistes parce que ça a été présenté il y a quelques années. Puis là, on voit que les feux de forêt, les changements climatiques, j'en ai parlé au début, mais aussi les épidémies d'insectes, par exemple, les maladies, les croissances, la transformation de la forêt, la croissance des arbres aussi qui est en modification. Il y a certaines essences qui vont peut-être, par exemple, être favorisées par rapport à d'autres en fonction du climat. Peut-être nous expliquer, c'est quoi les liens entre tout ça, entre feu, changement climatique, rôle du secteur forestier? Peut-être juste nous faire un petit portrait là, de c'est quoi les interrelations entre ces différents éléments-là. Oui, puis c'est important de le faire. Il y aurait beaucoup de choses à dire. C'est sûr que là, avec les incendies qu'il y a eu dans les dernières années, je pense que la population est vraiment conscientisée à l'impact des feux de forêt, autant sur le secteur forestier que même sur les questions de sécurité, là. Ben, tu sais, il faut savoir déjà que les incendies de forêt, on le sait, c'est quand même des phénomènes naturels qui sont là pour régénérer la forêt boréale, qui ont lieu depuis que la forêt est forêt, finalement. Ce que les scientifiques nous disent avec les modèles climatiques, c'est qu'on s'en va quand même vers une augmentation des périodes de sécheresse. Donc, la fréquence, l'intensité des feux dans certains territoires va continuer à augmenter. Donc, il faut s'attendre à ça. Donc, il faut s'attendre effectivement à des impacts sur les possibilités forestières. Si on a une augmentation des superficies brûlées, nécessairement, ça va avoir un impact sur les volumes de bois qu'on peut récolter si on veut que la forêt se régénère, ce qui est toujours le but. Euh, il y a des interactions aussi entre le climat et les feux de forêt, évidemment, parce qu'une forêt, ça relâche du CO2 dans l'atmosphère, mais une forêt, ça capte aussi du carbone. Il y a la question, est-ce que la forêt est un puits de carbone? Est-ce que la forêt est un émetteur de carbone? C'est des questions qui sont encore débattues. Ça dépend toujours de l'échelle à laquelle on regarde. Mais au niveau du lien entre l'exploitation forestière, ce que des scientifiques ont souligné récemment avec les feux de forêt, notamment de l'année dernière, c'est qu'on peut assister à un phénomène qui est assez inquiétant, surtout pour les générations futures. Là, tu on parlait de planification à long terme de la foresterie. Quand une forêt vient juste de brûler, souvent ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire une coupe de récupération. Donc, aller chercher du bois qui vient juste d'être brûlé, mais qui est encore bon pour être transformé. Sauf que ça fait ce qu'on appelle des échecs de régénération. Donc, si le bois est récolté avant que les semences des conifères aient pu justement être relâchées sur le terrain, ça va faire qu'il n'y aura pas de régénération. Donc, ça devient des espèces de déserts, si on veut, dans la forêt, donc des zones qui n'ont pas de régénération. Les scientifiques là, ils ont estimé qu'il y aurait plus de 400 000 hectares. Un hectare, c'est la taille d'un terrain de football. 400 000 hectares l'année passée de zones qui pourraient potentiellement devenir des échecs de régénération. Donc, tu sais, c'est ça, quand on a aussi, il nous disait que le rajeunissement des forêts vient accentuer ce phénomène-là, parce que quand la banque d'arbres semenciers n'a pas eu le temps de croître, donc des jeunes forêts qui brûlent, encore une fois, on se retrouve dans des zones là, qui ne peuvent pas repousser. Donc, ça fait partie là, justement des interactions entre les feux de forêt et l'exploitation forestière. Tu sais, dans le cas du caribou aussi, c'est documenté. Le caribou a évolué dans un système où il y a des perturbations, des feux de forêt, des épidémies d'insectes. Quand on vient ajouter à ça les perturbations humaines, c'est là qu'on vient amplifier l'effet sur le caribou. Puis il y a toujours la discussion, sinon, à savoir, je pense qu'on y a fait allusion là, au début de discussion, est-ce que le secteur forestier peut être un outil de lutte au changement climatique? Est-ce qu'on peut prendre le carbone dans les forêts et le stocker dans des produits forestiers à longue durée, comme du bois d'œuvre, par exemple? Nous, on est très, très, très prudent et très nuancé sur cette question-là. Il y a deux choses que je souhaite dire très rapidement, puis on pourra peut-être plonger plus dans le débat, mais déjà, la nature, puis la science le montre, c'est une allié immense pour la protection de la séquestration du carbone. Déjà, les forêts, ils viennent capter le quart du carbone qui est émis par l'humain à l'échelle mondiale. C'est vraiment pas négligeable. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que les forêts, une forêt sur pied, surtout les vieilles forêts, vont séquestrer beaucoup de carbone, donc c'est important de garder ça en tête. La foresterie, je pense qu'elle peut jouer un rôle dans la lutte au changement climatique, mais il faut vraiment regarder les chiffres. Tu sais, moi, juste quand je lis des chiffres comme le fait que 30% du carbone d'un arbre récolté va se retrouver dans les produits forestiers à terme, c'est pas un gros pourcentage. Il y a du bois qui est laissé sur place, il y a du carbone qui est perdu lors de la transformation. Donc, c'est toujours une question de regarder les chiffres comme il faut puis de choisir vraiment les meilleures solutions. Tu sais, quand on entendait notre ancien ministre des Forêts qui nous disait il faut récolter plus pour lutter contre les changements climatiques.
nous, on n'est pas certain que ce soit la bonne solution. Ça ne veut pas dire, par contre, que la foresterie n'a aucun rôle à jouer dans la lutte au changement climatique. Au contraire, c'est démontré que si on remplace des produits comme le béton par du bois, ben, on vient effectivement améliorer là, la mitigation des changements climatiques. Excellent. Je vais donner la parole à M. Lavigne. Peut-être d'abord, si vous voulez répondre à certains éléments là, qui ont été mentionnés par rapport, entre autres, à la décarbonation, est-ce qu'on peut séquestrer effectivement une quantité appréciable de carbone dans les produits du bois pour, par exemple, les infrastructures? On donne souvent l'exemple de faut construire des maisons, alors on va avoir besoin de bois. C'est entre autres ce que l'industrie mentionne à plusieurs reprises. Je vous lancerai là-dessus, mais ensuite, peut-être nous expliquer un petit peu, puis vous l'avez déjà fait, mais ça reste qu'on l'a vu, puis je vais vous donner un exemple de l'actualité. La stratégie, le décret d'urgence donc du caribou par le fédéral dans la région, par exemple, de la Haute-Côte-Nord, on sait que ça a fait réagir énormément une communauté qui s'appelle Sacré-Cœur. Il y a une coopérative forestière là-bas, il y a plusieurs travailleurs, des centaines de travailleurs donc, qui dépendent de cette entreprise, de cette coopérative-là pour leur gagne-pain. Donc, c'est vraiment, là, on est vraiment dans le cœur là, d'un village. Et on sent que ça fait beaucoup réagir et on sait qu'il y a de la résistance à ces interventions-là pour protéger le caribou. Donc, comment on fait pour adoucir tout ça? Comment on fait pour assurer une transition quand on n'a, par exemple, pas le choix d'aller intervenir? Parce qu'il y a des endroits où peut-être qu'on n'aura pas le choix. En tout cas, on verra ce qui sera décidé. Mais c'est ça le plus grand défi. Donc, d'abord, peut-être répondre à cette idée du rôle de l'industrie pour la lutte au changement climatique, mais ensuite revenir sur comment on fait pour, pour vraiment protéger ces communautés-là et je pense qu'on a senti beaucoup d'empathie pour ces gens-là qui, tout au cours de l'été, là, ont manifesté là, leur opposition au décret. Oui, ben écoute, par rapport à tout l'aspect de décarbonation, je pense que, comment je dirais ça, il y a clairement un potentiel, mais je pense qu'il ne faut pas non plus exagérer. Là-dessus, je crois que la vision plus nuancée que Pierre-Olivier amène me semble faire sens. Je pense qu'au départ, puis pendant longtemps, je crois, les facultés de génie forestier, je pense qu'on a enseigné, on continue même, je pense, d'enseigner aux futurs ingénieurs forestiers que c'est aussi simple que la foresterie contribue à la décarbonation. Je pense pas que c'est aussi simple que ça. Mais en même temps, je vous dis, puis je pense pas de revenir à l'idée qu'on doit couper plus pour décarboner plus. Je pense que, puis je suis pas biologiste, je suis pas scientifique, mais ce qu'on comprend, c'est qu'il y a quand même une capture du carbone. Il y a dans les forêts naturelles, puis c'est pas juste dans les arbres, c'est dans le sol. Il y a toutes sortes d'éléments qui nous amènent à réfléchir, à se dire, c'est sûr que le portrait optimal, c'est que l'arbre, il est ancien et il existe dans une forêt. C'est assez clair. Mais la réalité aussi, c'est qu'on a des besoins comme humains pour se loger, pour se nourrir, pour se transporter. Et c'est pas demain la veille qu'on va mettre tout ça de côté. Donc, comment on fait pour concilier finalement cette réalité-là? Puis c'est là que je pense que le produit bois, il y a quand même des avantages assez intéressants. Ne serait-ce qu'on en a en abondance, il est à proximité, il y a des caractéristiques assez exceptionnelles, il est valorisable. Il procède d'une expertise qu'on a développée au Québec depuis des décennies, des siècles. Donc, moi, j'habite ici dans une maison qui a été construite en 1905. C'est toujours les madriers qui ont été récoltés dans la forêt québécoise qui forment le carré de bois de la maison. Je pense que c'est peut-être préférable au recours à d'autres produits de substitution. Donc, dans ce contexte-là, je partage la nuance. C'est-à-dire, il ne faut pas virer fou avec ça. Je pense qu'il y a du greenwashing qui se fait clairement à cet effet-là. On entend même parler de carbo négatif, c'est-à-dire là, les entreprises nous disent on va faire la séquestration, on va avoir un profil d'émission négatif. Je pense qu'il y a un petit peu d'excitation là-dedans. Là. Faut revenir à une réalité. Puis la réalité, c'est que c'est un matériau qui a un potentiel excellent pour nos efforts de limiter les émissions de gaz à effet de serre, mais c'est pas une solution en soi simple qu'on peut utiliser là, sans réfléchir. Puis là-dessus, les profils d'émissions, je voyais le dernier rapport qui a été publié en octobre par Nature Québec puis NRDC, ça amène à une certaine dose d'humilité, on va dire, sur le profil des émissions des activités forestières. Donc là-dessus, bon, il faut rester nuancé. Rapidement, pour ce qui est de cette autre question que tu poses, David, écoute, ce qu'on met de l'avant, nous, ce qu'on veut, là, fondamentalement,
c'est passer par-dessus le statu quo actuel. On croit qu'il est intenable. La position qu'on essaie de développer comme syndicat, c'est celle-là. Puis on ne le développe pas de gaieté de cœur. C'est pas évident. Ça a des implications fortes pour les travailleurs et les travailleurs, mais on se dit que si on veut assurer l'intérêt à long terme de nos membres, c'est vers là qu'il faut aller. Puis qu'est-ce qu'on pense qu'il faut mettre comme chantier de travail en place pour assurer ce déploiement-là? Ben, premier élément, ça prend du dialogue social. Ça prend plus de démocratie dans notre façon de concevoir nos systèmes économiques, nos systèmes de développement. Là-dessus, on a plein de matières sur lesquelles on peut s'inspirer. Les principes directeurs de l'Organisation internationale du travail sur la transition juste existent. On pense aussi qu'il faut décloisonner les actions des ministères. Ça ne peut pas juste être le ministère de l'Environnement qui agit, puis qui ne parle pas au ministère des Ressources naturelles, puis qui ne parle pas au ministère du Développement économique, puis qui ne parle pas au ministère qui est responsable, par exemple, des programmes d'assurance-emploi. Donc, il y a vraiment du travail à faire là-dessus. Vous avez vu récemment ceux qui ont gagné le prix Nobel d'économie, l'économiste turc Daron Acemoglu. Il dit que les économies les plus fortes sont basées sur davantage de mécanismes démocratiques et de dialogue social. On pense qu'il faut aller vers là. Rapidement après ça, les 3 autres piliers, ben, c'est l'adaptation et la diversification industrielle. Ce que je disais tout à l'heure, le deuxième pilier, vraiment, c'est il faut revoir notre empreinte, notre infrastructure industrielle, plus de valeur ajoutée, plus de développement industriel qui est axé sur une utilisation et une capacité de comprendre qu'il y a une contrainte écosystémique à laquelle on doit répondre. Et ça passe par des politiques publiques, ça passe aussi par une réglementation dans l'utilisation du bois, etc. Troisième pilier, ben, ça prend des mesures d'atténuation pour les travailleurs. On parle ici de sécurité économique. Si tout le Québec va bénéficier de cette préservation de nos forêts, puis de nos massifs, puis des caribous, ben, ça serait intéressant qu'on mutualise les coûts. Ça serait intéressant que l'ensemble de la population québécoise aide les travailleurs là-dedans. Donc, on parle ici d'aide, de priorisation, de réinsertion professionnelle, aide à la relocalisation, soutien à la formation, la requalification, des raccordements de retraite. C'est pas vrai que quand tu as un certain âge, c'est facile dans une région forestière isolée de te revirer de bord et de trouver une autre carrière. Il faut les aider, ces gens-là. Puis aussi les programmes de revitalisation pour les communautés qui sont affectées. Puis le quatrième pilier, donc dialogue social, adaptation, diversification industrielle, mesures d'atténuation pour les travailleurs. Le dernier pilier, c'est le pilier de la soutenabilité de l'approvisionnement en bois. Ça, c'est quelque chose qu'il faut revoir. Je pense que Pierre-Olivier en a fait mention. Les défis sont importants, mais ça prend des nouvelles pratiques d'aménagement. Il faut intégrer une gestion du risque aussi dans nos aménagements. Ça passe par des réserves, ça passe par des zones d'intensification, ça passe par les types d'essence, ça passe par la proximité des lieux de récolte. Bref, il y a beaucoup à faire, mais ça, c'est les 4 piliers sur lesquels on essaie de tabler. Désolé, la réponse était longue, mais là, il y avait... Non, c'est parfait. On y reviendra dans les solutions, puis sinon, ben, on vous coupera. Non, il n'y a pas de problème. C'est excellent. Merci beaucoup, M. Lavigne. Je poursuis avec Mme Grant. Essentiellement, on sait que une des conditions, entre autres, que le fédéral avait demandé dans la stratégie de protection du caribou et de son habitat, c'était d'intégrer les Premières Nations, les communautés autochtones. Il y a des projets d'initiatives autochtones aussi d'air protégé. On sait qu'on veut vous inclure. C'est ça l'objectif, c'est ça une des priorités, entre autres, du gouvernement fédéral. On sait que le gouvernement du Québec aussi tente de le faire. En tout cas, du moins, récemment, c'est ce qu'on comprenait avec la mise en place de certaines politiques. Alors, mais vous, concrètement, sentez-vous cette volonté-là? Est-ce qu'on met en lumière les communautés autochtones? Est-ce qu'on utilise votre savoir pour créer ces mesures-là, pour créer ces aires protégées-là? Ça dépend avec qui, dans quel contexte. De manière générale, pas tant que ça. On voudrait plus. On a, pour notre territoire, notre nation, on a beaucoup plus on a le Landkeeper, le programme Landkeepers. On a beaucoup plus de gardiens aussi dans certaines communautés. Ça s'en vient. C'est assez difficile parce qu'en général, l'impression qu'on a dans les communautés, c'est une espèce de découragement. Ça fait longtemps qu'ils parlent, ça fait longtemps qu'ils font des demandes, qu'ils remarquent tous ces changements-là sur le territoire, puis la diminution du caribou, de l'orignal aussi. Ils sont comme tannés de répéter la même chose encore et encore. Mais nos gardiens sont c'est des personnes tellement précieuses par leur connaissance. C'est les gardiens, mais aussi les aînés là, ou les talimans qui sont constamment sur le territoire. Eux, ils voient les moindres petits changements. C'est des informations tellement précieuses, mais qui sont sous-estimées, sous-utilisées, notamment en consultation. C'est souvent
dans les c'est amené, c'est dit, mais c'est peu considéré. Je dirais plus niveau provincial que fédéral. Fédéral ont beaucoup de bonnes intentions, mais peu de pouvoir. Donc, c'est pas très aidant, là. Mais niveau provincial, c'est que on va se fier surtout aux données, aux données GPS, données scientifiques, les rapports scientifiques, et on met de côté souvent les connaissances traditionnelles, qui est un beau gâchis, à mon avis, parce que pour moi, ça s'équivaut, là. C'est de la science pure et dure, là. C'est de l'observation sur plusieurs générations, puis c'est répété. Puis... Donc, il n'y a pas de preuves à faire concernant ça. Mais c'est encore difficile, cette activité-là. Mais on travaille très fort pour justement valoriser le travail de gardien, puis d'encourager surtout les... Parce que faut pas oublier que les jeunes sont nés dans cette condition-là de perturbation élevée. Pour eux, c'est ça la réalité. Pour moi aussi, ça a été ça. Mais pour les aînés qui ont vu aucune perturbation, puis graduellement, où ce qu'on est rendu maintenant, pour eux, c'est alarmant, puis il faut agir. Je trouve que entre les générations, il y a eu un gros écart. Puis ça, c'est un enjeu social, là, mais c'est ça. Mais on travaille très fort pour nos gardiens. Parce qu'on considère que c'est nos scientifiques, là. Peut-être juste faire du pouce sur ça, sur cette idée de génération, c'est intéressant. Donc, ce que vous mentionnez, c'est ça, c'est qu'il y a peut-être moins d'intérêt, il y a moins de. Peut-être m'expliquer un petit peu, c'est quoi la dynamique avec les plus jeunes? C'est pas qu'il y a moins d'intérêt, mais c'est peut-être moins alarmiste, parce que pour eux, ben, ça a toujours été des coupes forestières partout, ça a toujours été. Mais pour l'aîné, pour lui, il les a vus arriver, les premières coupes, ou les aînés qui sont nés en forêt, qui ont vécu là, puis que maintenant, donc, eux, ils ont vraiment tout vu, graduellement, tous les changements que ça a amené. Mais quand on est, puis on voit déjà toutes les coupes, tous les chemins, il y a déjà les minières qui sont là, les compagnies forestières, fait que ça a toujours été présent. Donc, pourquoi là, on n'a pas le portrait d'avant que maintenant, là? Puis au niveau peut-être, qu'est-ce qu'on attendrait par exemple, du Québec? Parce qu'on entend souvent de nation en nation, on veut être respecté, on veut nous consulter. On entend souvent les Premières Nations dire, ben, Québec a pris une décision, on n'a pas été consulté en amont, on décrit cette situation-là. Donc, peut-être m'expliquer un petit peu, est-ce que les canaux de communication sont ouverts? Est-ce que finalement on vous consulte, mais finalement on n'a pas l'impression que ça a une portée? J'essaie juste de voir avec vous c'est quoi les attentes, puis aussi qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour que ça s'améliore? Mhm. Ben, il faudrait définir c'est quoi une consultation. Ça dépend à qui qu'on la demande. On n'a pas la même définition en termes d'attente. On s'attend à une consultation, c'est on discute, tu demandes la permission, on négocie un terrain d'entente, en fait, puis après, on s'entend sur quelque chose. Mais en consultation, par exemple, consultation forestière ou minière, c'est différent. On a déjà un plan qu'on vous présente, c'est oui ou non. C'est très difficile après ça de négocier des modifications ou d'adapter selon l'endroit précis ou selon les conditions ou simplement d'inclure les changements climatiques dans des plans. Souvent, c'est absent. Donc, c'est difficile de négocier parce justement, si on était plus en amont dans cette discussion-là, on pourrait un peu adapter les plans qui sont là, mais c'est pas le cas. On est toujours les derniers à être consultés, donc après ça, c'est extrêmement difficile de faire quelconque changement après, là. Merci. On va maintenant basculer vers des solutions. On en a évoqué plusieurs, ça a été mentionné à plusieurs reprises par plusieurs personnes différentes. Mais on va essayer d'approfondir certaines d'entre elles. Commencer par Pierre-Olivier Boudreau. Euh, on le sait, la SNAP Québec travaille très fort pour accompagner différents projets de création d'aires protégées. Vous-même, vous avez récemment déposé, là, après l'appel de projet du gouvernement du Québec, on a demandé un appel dans le Québec méridional. On veut atteindre la cible de 30 du territoire protégé. Donc, vous avez fait une proposition là, de 37 000 km². C'est ce qu'on apprenait. C'est des sites propices pour le caribou. Donc, ça en est un exemple.
C'est quoi exactement des aires protégées? Comment on crée ça? Comment ça fonctionne? Puis peut-être nous parler un petit peu du mécanisme. Pourquoi c'est si important finalement et pourquoi c'est une des solutions là, qu'on a. Ben, c'est à l'international, donc c'est en marge de la COP qu'on a décidé que le 30 de territoire soit protégé. Fait que ça passe par ce type de recours-là, la création d'aires protégées. Oui, ben c'est sûr que la protection de 30 du territoire, c'est une des cibles phares là, du cadre sur la diversité biologique qui a été adopté il y a 2 ans à Montréal. Il y a d'autres choses dans ce cadre mondial-là, mais c'est sûr que la question de la protection du territoire, des aires protégées comme outil de protection du territoire, il est incontournable. Qu'est-ce que c'est une aire protégée? C'est simplement une zone où on décide comme société d'exclure de manière permanente tout ce qui est des activités industrielles. Donc, dans des aires protégées, c'est des zones où il n'y aura pas de foresterie industrielle, il n'y aura pas d'exploitation minière, il n'y aura pas de développement énergétique, tu sais, pas de projet d'éoliennes, pas de grands barrages. Donc, tu sais, c'est le genre d'activité qui est exclu des aires protégées. Il y a différentes catégories d'aires protégées, là, sans rentrer dans les détails. On a plus qu'une vingtaine de statuts au Québec. Il y en a qui sont plus stricts, mais la plupart des aires protégées permettent des activités récréatives, de la construction d'infrastructures. Tu sais, on peut penser aux parcs nationaux qui sont les aires protégées que les gens connaissent le mieux, là. Je veux dire, dans un parc national, il y a des chemins, il y a des hébergements, il y a des stations d'accueil. C'est sûr, mais tu sais, la vocation du territoire reste premièrement la conservation. Donc, moi, souvent, c'est pas des cloches de verre. Puis dans certains cas, moi, je suis en Mauricie. Le parc national de la Mauricie, qui est un parc fédéral, c'est un moteur économique dans la région. Il existe depuis les années 70. Puis les gens viennent ici, ils dépensent dans les régions, ils dépensent au parc national. Puis ils viennent pour ça, tu sais. Fait que c'est ça, les aires protégées. Puis comment ça se passe? Ben, je disais que c'est une décision de société. C'est des dossiers qui prennent beaucoup de temps. Je me suis déjà fait dire par un fonctionnaire du ministère de l'Environnement, là, en moyenne, une dizaine d'années, là, un aire protégée, c'est ce que ça prend pour être créé parce que c'est normal. Il faut qu'il y ait des discussions, tout d'abord avec les Premières Nations qui occupent ce territoire-là depuis des temps immémoriaux. Il faut qu'il y ait des discussions avec les utilisateurs du territoire, chasseurs, pêcheurs, les gens qui font de la villégiature. Il faut des discussions avec des acteurs industriels, avec les municipalités. Donc, il faut, quand on démarre un projet d'air protégé, il faut, je dis souvent, il faut convaincre tout le monde et son chien. C'est vraiment des gros dossiers. Puis, ben, c'est ça, c'est officiellement le ministère de l'Environnement qui a le leadership là, dans l'appareil gouvernemental québécois pour ces dossiers-là, mais il y a différents ministères impliqués. C'est un peu un monstre à 3 têtes, là. C'est le ministère de l'Environnement qui a la tête principale, mais il y a énergie, ressources naturelles, ben, le ministère des Ressources naturelles plutôt et des Forêts, puis le ministère de l'Énergie là, qui est rendu maintenant dans un autre ministère, mais c'est des enjeux, puis même les ministères reliés aux municipalités. C'est des trucs qui se discutent entre les ministères, puis c'est ce qui fait que c'est long. En fait, nous, notre observation à la SNAP, c'est que ces discussions interministérielles-là, c'est ça qui fait piétiner les dossiers d'air protégés. Mais ceci étant dit, le Québec, on a fait de bonne figure. On a atteint 17 d'air protégé, qui était la cible précédente du cadre mondial, là. Bon, on l'a atteint presque à quelques pourcentages près, points de pourcentage près. C'est sûr qu'il y a un déficit dans le sud du Québec qu'on cherche à combler justement avec l'appel à projet en ce moment. Ça, je pense que tout le monde en est conscient. Mais ça ressemble à ça un petit peu le cheminement d'un projet d'air protégé. Puis là, pour l'instant, pour l'appel à projet, on a demandé à la population québécoise de soumettre des projets d'air protégé depuis le mois de juin. Là, ça vient de se clore la semaine dernière. Il va y avoir une période d'analyse gouvernementale, puis des concertations régionales l'année prochaine. On est sur un horizon d'à peu près 3 ans là, pour faire un bond pour la protection du territoire. Il faut savoir que euh, cet appel à projet-là ne va pas nous donner le 13 qui manque. Là, parce qu'aussi en parallèle de ça, il y a les communautés autochtones et les gouvernements autochtones qui sont amenés à proposer dans un autre processus leur proposition à faire leur propre concertation. Il y a un nouveau statut dans la loi qui s'appelle la protégée d'initiatives autochtones qui pourrait fitter en quelque part là-dedans. Donc, c'est ce qu'on s'attend à voir dans les prochaines années là, pour les projets d'air protégés. Ouais, puis on a vu quand même déjà quelques projets, pardon, d'initiatives autochtones qui ont commencé à émaner, entre autres sur la Côte-Nord, il y a une communauté Innu, là, je pense que c'est Sipit, là, je veux pas Ouais. je pense que c'est ça exactement, on en a vu apparaître déjà, alors voilà, les modifications à la loi quand même là, portent fruit, on voit des initiatives qui sont présentées, on verra maintenant ce qui est retenu. Euh,
Maintenant, la question va être pour M. Lavigne. On est parti, puis j'avais besoin de le dire, je pense, aujourd'hui. Non, mais c'est parce qu'à chaque fois qu'on parle de caribou, on part de cette fameuse citation de Philippe Couillard qui disait il ne se perdra pas une job pour un caribou. Tantôt, vous me disiez, on est rendu à une prise de conscience vers une transition. Donc, il y a quand même un cheminement, visiblement, qui se fait aussi dans le secteur forestier, dans l'industrie forestière. Là, on va laisser le politique aux politiques, les déclarations politiques aux politiciens et politiciennes, mais quand même, on sent qu'on est à la recherche de solutions. On veut une meilleure gestion de la ressource, quelque chose d'efficace, quelque chose de rentable aussi. Peut-être nous expliquer qu'est-ce qui est sur la table, peut-être nous résumer, là, parce on l'a abordé de façon un peu parcellaire, mais peut-être juste nous regrouper les solutions en ce moment là, pour une meilleure gestion de la ressource du côté de l'industrie. Ben oui, ben je pense que les travailleurs, les travailleuses savent quand même depuis longtemps que il y a quelque chose qui va devoir être fait. Mais on se cachera pas, puis c'est comme quand on dit qu'on va aller faire notre course de jogging ou on va prendre une bière de moins, des fois c'est facile de penser le faire, c'est plus difficile de le faire pour vrai, mais la réalité, euh, c'est qu'on a un travail à faire en fait de sensibilisation auprès de nos membres qu'on essaie d'accomplir. D'un côté, il y a beaucoup d'anecdotiques. On parle avec nos gens dans nos sections locales, on dit, écoute, je suis monté au camp de chasse, j'en ai vu. Il y a des endroits aussi, un des arguments qui est souvent proposé, mis de l'avant, c'est de dire, ben, il y a des déclins aussi au nord de la limite nordique des forêts attribuables. Donc, comment expliquer que c'est à cause de l'industrie forêt? Donc, il y a toutes sortes de perspectives, souvent anecdotiques, et pas nécessairement anecdotiques, factuelles dans certains cas, qui viennent un peu remettre en question la nécessité de bouger. Mais je pense que là, la situation actuelle, c'est que, comme j'ai dit auparavant, on est dans un contexte de polycrise. On a plusieurs crises concomitantes dans le secteur foresterie. Puis là, on voit cette pression vraiment importante qui pourrait venir de la préservation du caribou. Puis on se dit, OK, il faut faire quelque chose. Peut-être que le modèle de l'infrastructure qu'on a, axé résineux, basé sur exportation, peut-être qu'il faut le revoir, le revisiter légèrement. Je pense pas qu'on va pouvoir du jour au lendemain le modifier. Là. Je suis pas non plus, je demeure quand même assez pragmatique. Je pense qu'on va toujours avoir besoin de ce type de production-là. Puis je pense qu'on va toujours avoir quand même une industrie qui va être axée sur une partie d'exportation. Mais est-ce qu'on est capable de faire des aménagements qui vont nous amener vers une meilleure gestion de la ressource? Moi, je pense qu'on est capable. Mais pour ça, comme je le disais tout à l'heure, il faut développer une culture du dialogue. Puis on l'entend, les premiers peuples, Premières Nations veulent avoir ce dialogue-là. Je vous dirais, là, du point de vue fédéral et provincial, bon, au provincial, ils ne nous écoutent pas, c'est pas compliqué. Au fédéral, ils nous écoutent, mais comme le dit Eliane, ils ont des bonnes intentions, mais ça passe pas nécessairement, ça passe pas nécessairement au concret par après. Mais donc, il faut développer cette culture du dialogue-là, puis je pense qu'on ne l'a pas présentement. C'est un ingrédient essentiel pour aller vers une meilleure gestion des ressources. Puis nous, ce qu'on voit, ben, j'en ai parlé tout à l'heure, au niveau de cet aspect de la foresterie, c'est tirer le maximum de la fibre. C'est pas une solution parfaite, mais on se dit, tant qu'à aller dans la forêt, récolter de la matière ligneuse, ben, assurons-nous d'aller chercher tout ce qu'on peut de la bonne façon, d'être capable de travailler les essences de feuillus, pas seulement de résineux, d'être capable de travailler des bois sans preneur, d'être capable de travailler. Bon, là, je sais que Pierre-Olivier mettait un bémol sur les bois brûlés, surtout quand c'est des semenciers, mais dans certains cas, c'est des bois qui pourraient être récoltés, valorisés. Peut-être après, s'il y a un effort de régénération sylvicole qui est adéquat et conséquent, qui suit, mais donc faire plus avec ce qu'on va tirer dans la forêt, ça, on croit qu'il y a là vraiment un intérêt à aller dans ce sens-là. Puis, il va falloir parler d'un programme de restauration puis de régénération à l'ensemble du Québec qui est important. Je pense que c'est quoi, 900 000 hectares qui ont été perdus en possibilité forestière de la saison 2023 des feux de forêt. Je pense que c'est quoi, 50 000 hectares à peu près la capacité de sylviculture au Québec par année. Donc, puis on a déjà un déficit très important auparavant. Donc, ça se peut-tu que ça fasse partie d'un chantier, ça? Pour dire, puis on ne pourra pas replanter à grandeur partout. Là. On manque de main-d'œuvre. La main-d'œuvre est âgée. Elle quitte pour la retraite. Les conditions ne sont pas extraordinaires. Les jeunes sont plus ou moins attirés vers ces jobs-là. Donc, on a un chantier de régénération où il faut mettre une ambition puis un effort accru, puis intégrer les dimensions de gestion de risque, comme on disait. Ça, c'est des pistes de solutions
dont on pourrait discuter, mais pour le faire de façon intelligente, il faut que ça se fasse dans un cadre qui est global. Puis c'est là que la stratégie industrielle, la vision de développement industriel, les politiques publiques, la réglementation, le dialogue social, puis les meilleurs conseils qu'on peut avoir des biologistes, des ingénieurs forestiers, des spécialistes du secteur vont nous amener vers quelque chose qui a de l'allure et qui est durable. Mais on ne l'a pas en ce moment, cette volonté-là politique, malheureusement. On ne le sent pas, puis on ne sent pas l'écoute dans cette direction-là. J'aurais une question par rapport à ça. Je veux juste faire du pouce un petit peu, mais c'est pas à ça à quoi servaient les tables de réflexion sur l'avenir de la forêt qu'on a connues au Québec récemment. Ça s'adresse à moi, David? Tout à fait. Oui, je fais juste un peu de pouce sur écoute, ça. Ouais. rapidement, les tables, c'était vraiment écoute, c'était un fourre-tout sur le régime forestier. Ça servait surtout à permettre l'expression des doléances de tout un chacun sur la désuétude du régime forestier. Puis oui, il y a des enjeux sur le régime forestier, mais la réalité, c'est que non, ça n'a pas permis ça. Puis on va se le dire, nous, on l'a dénoncé en intersyndical. D'ailleurs, on se réunit avec les autres syndicats de la forêt pour dire, écoutez, on va parler de l'avenir de la forêt, puis en plus de faire des consultations séparées, puis on comprend qu'il y a des raisons pour ça entre les Autochtones puis la population du Québec, mais en plus, on ne connaît même pas, il n'y a même pas de stratégie globale sur le caribou. Là. Donc, il y a une commission indépendante, il y a un rapport qui a été tabletté. Là, vous nous parlez de l'avenir de la foresterie, mais on ne parle pas vraiment du caribou. Ça a été un exercice, je vous dirais, qui était quand même utile pour récolter les perspectives de tout un chacun, mais la réalité, c'est qu'on s'est ramassé avec un document synthèse en juin. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que ça soit le départ d'une réflexion puis d'un engagement politique. Puis là, en ce moment, les échos qu'on a, en tout cas, c'est pas que ça va dans cette direction-là. Excellent, merci. Madame Grant, on a Pierre-Olivier qui a mentionné, entre autres, l'ajout de l'aire protégée d'initiatives autochtones. On semble, en tout cas, du moins dans le discours, on semble vouloir vous tendre la main, valoriser les savoir-faire, la connaissance traditionnelle. Vous parliez, vous, de votre côté, que c'était des connaissances scientifiques. Alors, comment on fait pour les faire reconnaître, ces connaissances-là? Comment on fait pour s'impliquer davantage? Visiblement, vous levez la main, mais on ne vous entend pas, là. Mais comment on fait donc pour faire reconnaître ça dans un dialogue qui, finalement, ne semble pas avoir lieu présentement? Ben, là, vous posez la question à une professeure. Fait que pour moi, la solution, c'est l'éducation. Dans le sens que avant de commencer à travailler ensemble sur des ententes entre autochtones, non autochtones, gouvernement, c'est de revenir à la base puis de se comprendre. Parce que si je pose la question, c'est quoi une forêt à un aîné versus un politicien versus... Donc, on n'a pas la même définition déjà là. Fait que c'est un peu pour ça que l'UQAT, on a mis en place le certificat de gestion en contexte autochtone. C'est surtout pour éduquer, juste en fait, essayer de comprendre c'est quoi la vision autochtone sur le territoire, pourquoi il y a des conflits tant que ça, pourquoi c'est si compliqué. C'est juste qu'on ne se comprend pas. Fait qu'on apprend, entre autres, ce lien-là au territoire qui est si important. Donc, toute perturbation va affecter la culture, va affecter. Donc, c'est de savoir, d'être conscient, de le considérer, puis de s'adapter. Fait que c'est surtout ça. Fait que Pierre-Olivier a parlé, là, pour moi, l'exemple parfait, là, c'est qu'est-ce qu'ils ont le travail qu'ils ont fait pour la Aire des Tours. Donc, tu avais un côté les communautés autochtones, tu avais l'industrie qui a bien voulu s'asseoir puis trouver des solutions. À ma connaissance, ça ne s'est pas fait ailleurs au Québec. Pas au nord du Québec, ça c'est certain. Fait que c'est un peu ça aussi la solution, c'est de, un, se comprendre, puis deux, d'être ensemble, puis de communiquer. Parce que là, on est tous chacun de notre côté, là, puis là, même on n'a pas de communication avec le gouvernement, ça a arrêté depuis quelques années déjà. Fait qu'on on peut s'aider entre nous, puis on peut déjà commencer à travailler, on n'a pas à attendre, là. Mais c'est ça. Mais avant, faut se comprendre, puis faut avoir une ouverture d'esprit, puis de s'éduquer un peu plus sur les valeurs autochtones. Ouais, on sent une espèce de travail en silo qui se fait, puis qu'il y a des solutions d'ailleurs là, qui semblent visiblement sur la table. Il semble avoir des exemples. Autant dans l'industrie, on entend des exemples
d'entreprises qui se sont modernisées, qui favorisent des deuxième, troisième transformations. J'entends beaucoup parler, en tout cas, l'exemple qu'on me donne souvent, c'est Chantier Chibougamau, entre autres, là, qui ressort à plusieurs reprises. Sinon, là, vous mentionnez l'exemple que vous venez de mentionner. Bref, il y en a des solutions sur la table, mais les gens ne se parlent pas. J'ai goût de. Je vois qu'on aurait peut-être du temps pour d'autres questions. Je vais vous en poser une dernière à vous trois pour juste clore un peu. Puis ça va avoir l'air un peu fleur bleue, mais j'ai envie de vous la poser. Avez-vous de l'optimisme? C'est aussi simple que ça. Êtes-vous confiant qu'on va en arriver à une solution? Pensez-vous que le caribou va continuer de décliner? Pensez-vous qu'on est capable de freiner ce déclin-là? Pensez-vous qu'on est capable de conserver des forêts en santé, puis aussi qui sont capables de fournir un gagne-pain aux Québécois? Donc vraiment, là, il y a plus largement, peut-être nous parler un peu de votre optimisme pour la suite, dans l'état actuel des choses, à la lumière de de tout ce dont on vient de discuter. Je commencerai avec vous, Madame Grant. C'est sûr qu'on est optimiste, c'est sûr qu'on va continuer à vouloir le protéger. Puis pour l'instant, nous, au nord du Québec, c'est pas encore trop tard. On a une pensée pour les Anishinabés du Lac-Simon, qu'avec la Harde Val-d'Or, c'est très malheureux ce qui se passe, puis eux aussi sont pas écoutés. Donc, on est très sensible à ça. On a un peu de temps encore pour nous, sont en déclin, mais pas encore critiques comme au sud du Québec. Donc, on est déjà en mode solution. Mais on n'a pas le choix. On pense à nos enfants et nos petits-enfants. C'est sûr qu'on ne peut pas se permettre de perdre une espèce comme le caribou. À Val-d'Or, moins d'une dizaine de caribous, là. Puis ils sont en enclos, donc c'est une des mesures qui a été prise par le gouvernement du Québec en attendant de savoir si on va être en mesure de restaurer l'habitat autour puis éventuellement les relâcher. Mais ça, il n'y a pas de. Autant pour Charlevoix qui sont également en enclos que ceux de Val-d'Or, on n'a aucune idée présentement d'un plan de remise en liberté. Monsieur Boudreau, tiens, êtes-vous optimiste pour la survie des populations de caribous, en tout cas du moins celles qui sont particulièrement menacées, puis de façon générale? Puis pensez-vous qu'on va arriver à un compromis intéressant entre conservation de la biodiversité et également là, l'exploitation, par exemple, des ressources naturelles et des forêts? Mhm. Ben, moi, je pense que pour vrai, le terreau est beaucoup plus fertile qu'il l'était il y a peut-être 10-15 ans quand j'ai commencé à travailler dans ce dossier-là. Il y a encore de la confrontation, évidemment, mais tu sais, quand on se dit qu'on est capable de se parler dans un panel comme ça entre travailleurs forestiers, autochtones, groupes environnementaux, puis qu'il y a vraiment, il semble y avoir une volonté commune de protéger le caribou, c'est quelque chose qui n'avait peut-être pas nécessairement tant que ça il y a quelques années. Quelque chose qui va changer la donne aussi, tu sais, Simon tout à l'heure parlait que plus on attend, moins on a une marge de manœuvre. Il parlait tu sais, des solutions au niveau de la transition puis de la conservation. Moi, ce que je veux mentionner, c'est que le gouvernement fédéral, en ce moment, il est en train de tendre la main. C'est une enveloppe de 460 millions de dollars, là. C'est vraiment pas rien. Le gouvernement provincial, avec son plan nature, a mis presque 1 milliard de dollars sur la table pour la protection de la nature. C'est sûr que c'est plus rare que juste le caribou. Mais c'est peut-être des moyens qu'on n'avait pas il y a quelques années qui vont nous permettre justement d'enclencher des chantiers. Moi, je pense qu'il faut que des chantiers locaux, là, des chantiers de transition. Avoir des experts autour de la table qui nous disent justement des choses comme ce que Simon nous avançait. C'est quoi les mesures d'atténuation dont on a besoin pour les travailleurs? C'est quoi les changements structuraux dans l'industrie dont on a besoin à plus long terme? Puis c'est à partir de ça qu'on va pouvoir faire passer des mesures de protection de caribou qui ne passent pas depuis 10-15 ans, malgré qu'on le sait depuis 10-15 ans qu'est-ce qu'il faut faire. Fait que je reste, je vais dire, modérément optimiste quand même, parce qu'on a beaucoup attendu dans les dernières années, ça décourage, mais je pense que le terreau est plus fertile que jamais là, en ce moment pour avoir ces discussions-là, puis que la volonté politique qu'on passe à l'action. Oui, c'est ça. Puis j'entends volonté politique, c'est beaucoup ça. Ça s'est politisé énormément dans les dernières années, surtout dans les derniers mois même peut-être, là, avec cette idée de négocier un plan nature avec une enveloppe, le gouvernement fédéral qui s'engage finalement à côté, là, ce que les provinces ou territoires sont prêts à mettre comme argent pour protéger puis atteindre les cibles à protéger de 30 d'ici 2030, entre autres choses. Alors c'est ça, là, puis là, le fédéral demande à ce qu'on dépose une stratégie de protection complète au Québec pour pouvoir ensuite s'asseoir puis discuter d'un plan nature. Donc, on en fait vraiment une condition. Protéger le caribou, ensuite, on discutera d'un plan nature. Donc, tout ça fait qu'on n'a pas de solution pour transférer ces fonds-là dont on parle, 465 millions. Monsieur Lavigne, peut-être un mot sur l'avenir de l'industrie forestière, un mot sur, on sait, là, vous l'avez dit, il ne s'est pas perdu une job encore, ou un emploi encore à cause de mesures de protection. On vit déjà plusieurs crises. Entre autres, vous les avez nommés, là, mais bref, il y a des contextes économiques, entre autres.
là, on voit arriver toute cette volonté de protéger le territoire, conserver la biodiversité. Donc, comment vous voyez ça pour l'avenir? Êtes-vous optimiste pour votre industrie? Bref, qu'on va atteindre un équilibre pour tout le monde, autant pour les humains que la biodiversité des animaux. Ben écoute, je pense qu'on n'a pas le choix qu'être optimiste. Puis comme le faisait remarquer Pierre-Olivier aussi, je pense qu'il y a un changement un peu dans la façon de se positionner. Je pense que du côté des syndicats, il y a une prise en compte qui est de plus en plus forte de la contrainte, de cette contrainte écosystémique-là. Je pense que du côté des groupes écologistes, il y a aussi une compréhension plus forte des enjeux socio-économiques de la transition qui sont sous-tendus par les efforts de préservation, puis qu'on peut pas juste parler de transition juste sans définir le concept, parce que c'est un peu à la mode, c'est comme quand on utilise le terme vert, c'est beau, c'est bon, c'est propre, ben mettre un petit peu de transition juste, là, c'est très utile, ça aide énormément, mais je pense qu'il faut aller plus loin, il faut le creuser, ce concept-là, puis il faut voir que ça requiert dialogue, planification, c'est un travail rigoureux qui est sous-tendu par ça. Puis aussi, c'est une question d'élaboration de politique publique. Puis pour ça, j'y reviens, comme j'ai dit tout à l'heure, la base de ça, c'est une volonté politique qu'on ne voit pas présentement. S'il y a quelqu'un ici qui n'est pas dans ce dialogue-là aujourd'hui, ben c'est un représentant justement des gouvernements, finalement, des partis politiques. C'est pas normal qu'on ne soit pas capable de rencontrer ressources naturelles au fédéral et environnement ensemble, par exemple. On n'est pas capable, on leur demande. On ne peut pas les rencontrer ensemble. Un à la fois, en silo. Donc oui, je suis quand même positif, je suis quand même optimiste, mais c'est sûr qu'il y a une réalité aussi, on va se le dire, des caribous, au 19e siècle, il y en avait au sud de la frontière canadienne, dans le nord-est des États-Unis. Et là, je veux dire, l'occupation humaine du territoire a fait en sorte que ils sont de plus en plus seulement présents au nord. Vous l'avez mentionné, Val-d'Or, c'est en enclos, la Gaspésie, c'est pas facile. Les populations les plus au sud sont vraiment en situation c'est très difficile. Je pense que là où il y a le plus de potentiel, puis où il ne faut pas rater notre coup, c'est davantage au niveau nordique. Là, je crois que c'est là que les massifs se situent, c'est là qu'il y a le plus de chances de potentiel de préserver. Donc, on doit aller de l'avant, on doit être optimiste, on doit continuer sur cette voie-là. J'espère juste, par contre, qu'on va avoir une prise en charge politique, une écoute politique, parce que c'est l'ingrédient, je pense, le plus déterminant en ce moment qui manque. Oui, puis on entend souvent ça, c'est de ne pas répéter les mêmes erreurs. Donc là, on a des erreurs dans une situation critique, mais il y en a certaines qui ne sont pas rendues là. Puis éventuellement, ce serait de ne pas appliquer la même recette, d'en trouver une pour s'assurer qu'on n'ait pas cette discussion-là dans une dizaine, une quinzaine d'années parce qu'il y aura eu des déclins pour les mêmes raisons. Évidemment, il y a toutes sortes de facteurs aussi. On parle de changement climatique, d'intensification des feux de forêt. Fait que, bref, tout ça est à penser pour le futur. Je vois que Mme Ménard, Isabelle Ménard, j'en ai fait mention au début que peut-être on pourrait avoir une quatrième panéliste. Donc, il nous reste quelques minutes, mais on va quand même la présenter. Donc, Isabelle Ménard qui s'est connectée du service de santé, sécurité et d'environnement de la FIM-CSN, impliquée dans les dossiers caribou, forêt et transition juste, donc sujet qu'on a abordé beaucoup ensemble. Madame Ménard, bonjour. Je vais vous donner un peu la parole, mais essentiellement, là, ce qu'on a eu comme discussion, on a fait le tour de plusieurs éléments, c'est-à-dire comment on allie protection de la biodiversité, et également protection des travailleurs, travailleuses de la forêt, comment on modifie, comment on fait une transition juste tout en modernisant cette industrie-là. C'est des grandes questions. On est vers la fin. Peut-être juste nous résumer peut-être l'essentiel des propos, nous dire, vous, qu'est-ce que vous représentez comme organisation et quels sont vos défis, peut-être en quelques minutes. On a le temps. D'abord, merci pour l'invitation. Là. Comme j'avais expliqué, j'avais un rendez-vous médical et puis comme j'ai pas de contrôle, je vais pas le rapporter, je suis allée quand même. Je me brancherai quand je pourrai. Il n'y a pas de problème. Je vous remercie. Ce que Simon vient de relater, puis là, je voudrais pas répéter tout le débat qui s'est fait là, en mon absence, mais moi, en tout cas, ça fait longtemps que je suis en environnement, puis je constate je sais pas s'il y en a qui étaient là dans le temps de l'erreur boréale, puis quand le film est sorti, puis quand tout le monde a eu un peu une claque au visage à regarder la façon dont la forêt est exploitée au Québec. Ensuite de ça, ça a amené à une nouvelle loi, la loi sur l'aménagement durable du territoire du Québec, puis des forêts. Et puis, on avait beaucoup d'enthousiasme, mais
tant aussi longtemps, bon, moi, c'est un peu comme ça que je le vois, là, puis je pense que Simon l'a relaté aussi tout à l'heure, ça prend un changement de paradigme au niveau politique. Puis là, je parle pas nécessairement des travailleurs qui sont dans le ministère, des chercheurs, mais je parle au niveau politique, là, excusez, là, la croûte supérieure, là, puis euh, les, 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 les nouveaux ministres qui arrivent sont formés avec ces personnes-là qui sont en place puis qui maintiennent une vision traditionnelle de la forêt, puis tant et aussi longtemps qu'on va maintenir cette vision-là puis qu'on va la transmettre bec et ongle, on va avoir de la difficulté à faire des changements. On sent qu'il y a un vent de changement cette fois-ci, peut-être encore plus même que dans le temps de l'erreur boréale puis de la commission Coulomb, où il y a eu quand même des bouleversements, mais on a repris un petit peu le même moule qu'on avait avec les personnes qui étaient là au niveau politique. On ne voulait pas tout à fait changer les façons de faire. On voit là ce que ça donne. Là, on a des gens aussi de la base, en tout cas pour nous, pour ce qui est des travailleurs. Puis j'imagine que pour les autres centrales aussi, c'est centrale, puis c'est la même chose, qui remarquent des changements, puis qui voient bien que si on continue comme ça, comme ils nous disent, ben on n'aura plus de job tantôt. Puis c'est déjà en train de se faire, tu sais, comme par exemple de ne pas inclure les changements climatiques dans les calculs de possibilités forestières, de ne pas inclure, par exemple, le taux de sécheresse, puis tout ce qui est à risque au niveau d'une forêt dans les calculs. Bon, je comprends qu'on ne va pas tout recueillir ce qu'on a prédit puis qu'on allait cueillir. On a quand même tout le temps une espèce de gap entre les deux. Mais imaginez si on intégrait ça dans les calculs, ben, peut-être que le fossé sera encore plus grand. Fait qu'il y a Ouais, ça puis aussi. j'entends aussi, peut-être un petit mot là-dessus, j'entends aussi beaucoup qu'on est dans une méthode beaucoup très en réaction, c'est-à-dire qu'on adapte les possibilités forestières après qu'un événement ait eu lieu. On n'est pas dans un modèle de prévision. Exactement. Donc, c'est tout ça qui est à changer. Puis, ça prend une volonté politique là, ou des changements au niveau des personnes qui sont là puis qui maintiennent là, le modèle traditionnel de la forêt. Là. Fait que, en tout cas, je sais. Euh, on participe, nous autres. Moi, je suis pas pour la firme CSN. Ça, c'est une de nos fédérations. Je suis pour la CSN. C'est une confédération avec 8 fédérations. C'est un peu comme les provinces au Canada. Là. On a été fondé en 1921, puis le modèle à l'époque, c'était une confédération. Là. Mhm. Mais ce que je voulais dire, c'est que les travailleurs sont prêts à aller vers des changements soit pour le maintien de leur emploi, comme la transition juste, ça en fait partie, mais il n'y a pas juste ça aussi, tu sais, développer la recherche pour la deuxième et la troisième transformation, faire des produits qui sont différents à partir de la cellulose ou de la nanocellulose, développer des nouveaux marchés, puis ça ferait en sorte aussi de développer des créneaux dans les régions. Faire aussi une analyse usine par usine pour regarder, voir qu'est-ce qu'on peut faire. Puis là, dans le moment, je pense qu'il y a beaucoup de consolidation là, qui est en train de se faire. Parce qu'on parle des caribous puis des feux de forêt, mais il y a aussi le secteur l'économie puis la façon dont on gère la forêt avec l'achat là, du groupe, je ne sais pas si vous en avez parlé, là, je ne vais pas répéter, là, le groupe Excellence Paper qui Non, a ça fait n'a pas été mentionné. ça, Tu peux continuer. qui vient de faire une acquisition très importante. Il était déjà en Colombie-Britannique, mais là, ils viennent d'arriver au Québec, puis ils passent par Domtar. Puis il y a eu des négociations avec le gouvernement fédéral. Puis là, ben, je pense qu'ils ont acheté plusieurs entreprises de papier forestier, produits forestiers résolus. Et puis d'autres entreprises. Puis là, ben, leur objectif, c'est de peut-être consolider puis regrouper des usines ensemble puis en faire des gros plans comme on va retrouver en Europe ou en Suède, par exemple. Puis ça fait que le modèle un village à une usine, qui est un modèle d'un siècle passé, ben peut-être que ça fonctionnera plus. Fait que ça n'a rien à voir avec le caribou puis avec les feux de forêt, par exemple. C'est sûr que c'est des facteurs qui aggravants, là, mais ce modèle-là, il est en train de changer le modèle économique là aussi. Là. Fait que ça aussi, ça crée des remous puis des pertes d'emplois dans le secteur. Que je peux Alors, m'arrêter là.
Ben, c'est ça, on voit toutes sortes de bouleversements, puis on l'a mentionné effectivement là, tout à l'heure, mais vous apportez des bons points, là, cette restructuration-là, on n'en a pas parlé, mais il y a des changements là, dans la structure, puis il y a des nouveaux joueurs, puis des nouvelles façons de faire peut-être qui s'en viennent, puis il y a des séries qui sont à l'arrêt, il y a des fermetures qu'on a vues aussi dans certaines régions du Québec qui n'avaient pas de lien, là, puis M. Lavigne en a parlé, il n'y a pas d'emploi qui s'est perdu encore là, à cause des mesures de protection pour le caribou, là, on n'est pas rendu là, puis il y a quand même déjà des bouleversements. Il reste à peine 5 minutes. Je voulais m'assurer avec Agathe, entre autres, là, qu'il n'y ait pas de. Ce serait une période là, pour peut-être prendre une question ou deux là, de ceux qui nous écoutent en ce moment. Je ne sais pas s'il y avait des questions. Sinon, moi, je pourrais vous relancer peut-être une ou deux dernières questions là, avant de terminer. Pour l'instant, il n'y a pas de questions, mais si vous en avez, là, vous pouvez soit les mettre dans le clavardage, soit dans l'option Q&A. On va juste les lire et les répondre en ce moment. Puis sinon, on pourra juste faire un mot de clôture là, de chaque panéliste en rafale s'il n'y a pas de questions spécifiques qui sont posées. Parfait, on va laisser un peu de temps. Puis sinon, en attendant, ben, peut-être là, on pourra amorcer le tour de parole pour la clôture. On va prendre peut-être une minute ou deux là, par personne, étant donné que le temps est restreint. Alors, je commencerai avec, tiens, on va y aller avec Eliane Grant. C'est quoi la question? Un petit mot de la fin. Juste Oh! vos espoirs, vos attentes, peut-être un coup de gueule, tiens, pour finir, comme vous voulez, c'est vous qui décidez, c'est carte blanche. Ben, tu sais, je pense que je tiens à mentionner, là, on a souvent vu là, je pense les communautés autochtones là, toujours contre la foresterie, toujours contre le développement, mais le message, c'est il y a moyen de faire autrement ensemble en s'écoutant. On veut plus se rendre à ce point-là de confrontation continuelle. C'est pas aidant pour personne ni pour le caribou. Fait que c'est de pouvoir discuter en amont, qu'on puisse développer des choses ensemble. Il y a des beaux projets qui s'en viennent, qui vont être intéressants aussi. Donc, pour moi, c'est un message d'invitation puis à la discussion, en fait. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé à ce dialogue. Monsieur Lavigne. Ben, comme on le dit, en fait, nous, ce qu'on veut, ça correspond un peu à ce qu'Eliane a dit aussi. On veut pouvoir avoir voix au chapitre. On croit que les travailleurs et travailleuses doivent faire partie de cette discussion-là. On a des solutions. On n'a pas toutes les solutions. On n'a pas non plus, on ne détient pas l'ensemble des perspectives, mais on veut contribuer à une foresterie qui va permettre disons, d'assurer la vitalité des communautés pour les décennies, les siècles à venir, et pas simplement pour les prochaines années, et continuer à faire comme on le fait présentement. Et je dirais peut-être juste en terminant concrètement des éléments qu'on peut proposer, ben, par exemple, la création d'un bureau de transition forestière au Québec. Ça pourrait être un endroit, un lieu de convergence, un lieu de concertation qui nous permettrait justement de faire ce tripartisme plus, puis de se parler, faire les analyses aussi qui s'imposent pour peut-être voir un peu où on peut aller. Tout à l'heure, on parlait de faire des diagnostics, de voir les impacts. Isabelle en a parlé justement de regarder un peu par région qu'est-ce qui se passe, quels sont les potentiels, les risques, etc. Donc, ce bureau de transition-là, peu importe comment on peut l'appeler, on pense que c'est une idée qui pourrait faire son chemin. Et d'autre part, au niveau fédéral, ben, on a quand même une loi sur la transition juste qui s'appelle pas comme ça, parce que maintenant, c'est un terme qui est rendu toxique dans le reste du pays, qui s'appelle la loi sur les emplois durables, qui a été adopté, l'ancien projet de loi C-50. Et dans ce projet de loi-là, ben, il y a ce plan d'action pour les emplois durables qui est mis de l'avant. Puis nous, ben, ce qu'on dit, c'est que ça serait peut-être intéressant d'en faire justement un chantier de travail axé sur la foresterie à travers le Canada et notamment sur ce qui se passe au Québec. Donc, de profiter aussi des enveloppes budgétaires qui existent au fédéral pour faire avancer ce dossier-là. Donc, il y a des pistes de solutions qui s'offrent à nous, mais c'est ça, ça prend du concret et on espère qu'on va y arriver là, le plus tôt possible. En tout cas, nous, c'est sûr qu'on compte mettre notre pierre à l'édifice, puis on essaye dans ce sens-là de faire nos représentations le plus souvent possible. Merci. Se retrouver dans une même pièce aussi, tout le monde dans une même pièce, puis discuter ensemble de ces enjeux-là. Madame Ménard. Ben là, j'ai écouté Madame Grant et puis Simon. Ben, je veux pas répéter. Je pense que le mot dialogue social avec toutes les parties prenantes, que ce soit une commission, que ce soit
un sommet, whatever, qu'on puisse se rencontrer, parler de nos intérêts, trouver des voies de passage, puis avoir aussi des suivis puis une réduction de compte de qu'est-ce qu'on va avoir développé. Ça, c'est très important, d'être capable d'avoir prendre du recul, puis dire, ben ça marche pas, on fait autrement, puis on s'adapte aussi avec la situation. C'est ce que j'aurais à dire. Et puis peut-être un peu dépolitiser aussi ces dossiers-là, Ouais, essayer de les... Bon, ça aiderait pas mal. excellent. On termine avec M. Boudreau. Ouais, ben, je vais faire du pouce sur cette idée de dépolitiser parce que le fait que le dossier du caribou soit politisé, c'est ce qui a causé la paralysie, en fait. Puis moi, je crois beaucoup, quand le gouvernement agit pas, je crois beaucoup aux approches bottom-up. Donc, tu sais, des initiatives comme celle que j'ai vue de Nature Québec, puis je sais pas si c'était la CSN ou avec Uniforme, mais qui ont proposé justement une première réflexion sur des mesures de transition pour le secteur forestier dans le contexte du caribou. Moi, je trouve ça louable, puis je pense que je sens une main tendue de toutes les organisations, aussi de travailler avec les partenaires autochtones pour intégrer ces connaissances-là dans les pistes de solutions. Fait que oui, ça prend des chantiers de travail concrets, puis qui sont pas nécessairement obligés de venir du gouvernement. C'est con parce qu'on sait qu'au niveau gouvernemental, il y a du travail qui s'est fait sur ces questions-là, mais c'est bloqué au niveau politique, donc on peut intervenir comme organisme de la société civile, puis amener nous-mêmes ces solutions-là aussi, là. Merci beaucoup. Alors, c'est ce qui met fin au panel d'aujourd'hui, Forêt et Caribou dans le cadre des dialogues pour la biodiversité. Merci à tout le monde d'avoir été là. Merci à nos panélistes et aux participants. C'était un pléonasme. Alors, merci à tous d'avoir été là, panélistes et moi-même animateur. Je me remercie. Alors, voilà, merci à vous. Puis, je cède la parole à Agathe donc, pour le mot de la fin. Oui, parfait. Donc, vraiment, là, encore une fois, merci à tous et toutes pour votre participation. J'espère là, que vous avez apprécié cette très riche discussion. Si jamais vous voulez réécouter ce panel ou si vous avez manqué des bouts, il va être mis en ligne sous peu là, sous la chaîne de Projet Réalité Climatique Canada. Ça va être publié aussi là, sur nos réseaux sociaux, donc je vous invite à nous suivre. C'était le dernier événement de la journée, mais on a un débriefage en direct de Cali jeudi à 15h30 heure de l'Est. Donc, je vous invite à nous suivre. On aura aussi d'autres événements la semaine prochaine. Puis, je viens de mettre là dans le clavardage notre chaîne YouTube, la page Facebook et la page LinkedIn pour rester au courant de ce qu'on fait. Donc, je vous invite c'est ça, à regarder les autres événements. Puis sinon, merci beaucoup pour votre participation et bonne fin de journée. Merci. Merci. Merci tout le monde, c'est intéressant. Merci. Merci à Merci. tous. Beaucoup. Merci Merci. David pour Bye. l'animation. Ça fait Bye. plaisir. Merci, oui. Bye. Bye.